Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de simplicité et je vais vous donner les 10 choses que j'ai arrêté de faire dans mon business en 2025 pour apporter plus de simplicité dans mon entreprise, mais du coup aussi mon quotidien. Donc pour rappel, pour ceux qui ne sont pas au courant ou pour remettre un petit peu le contexte, aujourd'hui, je suis à la tête de deux entreprises. Une entreprise à 7 chiffres, donc on fait le million de chiffre d'affaires par an, qui est The Bee Boost, mon entreprise de coaching business et de formation business, et l'entreprise Postadem que j'ai rachetée en 2024 qui est une entreprise qui tourne à 6 chiffres. Et donc, évidemment, quand on gère deux business, plus un quotidien, une vie personnelle, une holding, une équipe, des salariés, etc., bah, tout ce qui est simplicité, ça devient très très vite crucial. La simplicité, ça a toujours été une de mes valeurs phares en business. Je considère que tout ce qui est simple est facile à développer à grande échelle, à scaler, pour ceux qui maîtrisent le jargon. Alors que si on crée de la complexité dès les débuts, dès nos premiers mois ou nos premières semaines d'entrepreneuriat, en fait, c'est la meilleure manière de se prendre un mur plus tard ou de se retrouver avec des espèces d'énormes usines à gaz et des machines qu'on a du mal à développer ou qui nous pompent tout notre temps, toute notre énergie. Donc, depuis que je suis entrepreneur, je mets toujours un point d'honneur à tout faire avec la simplicité comme étant une de mes valeurs phares. Dès que je recrute quelqu'un, il faut que la collaboration soit simple et fluide. Quand je prends un nouvel outil dans le business, il faut que ce soit simple. Quand il y a un nouveau process, il faut qu'il soit le plus simple possible. Mais simple ne veut pas dire facile. Simple veut dire ça a été étudié pour être efficace, efficient, fluide, rapide. Mais bien souvent, ça demande plus de travail de mettre en place quelque chose de simple ou de recruter un prestataire avec qui c'est simple que de prendre quelqu'un ou un outil, on va dire un des premiers qui nous tombe sous la main ou autre. Je sais pas si mon discours est très clair, mais je pense que vous devinez un petit peu l'essence de tout ça. Donc, simplicité, c'est une de mes valeurs phares. Et en fait, quand j'ai entamé l'année 2025, j'ai fait un très gros travail sur moi et sur mon business de OK, qu'est-ce que je veux pour la suite? Et je me suis mise à observer que non seulement déjà moi, j'avais envie de plus de simplicité parce qu'avec 2 business à gérer, qui se développent, dont un qui fait 7 chiffres à l'année, bah, forcément, on a besoin de simplicité parce qu'il y a déjà suffisamment de problèmes et de complexité à gérer au quotidien. Mais en plus de ça, on se retrouve aussi dans une dynamique où le marché du coaching business, en l'occurrence, se contracte beaucoup. Il y a, moins de demandes, plus de concurrents et c'est pas comme en 2021-2022 où j'étais l'une des seules à faire ce que je faisais ou alors en tout cas on était très peu et aujourd'hui, ben, ça devient un petit peu plus complexe et j'adore parce que moi je vois vraiment ça comme un challenge et l'une des réponses que j'ai eues à ce challenge-là, c'est de te dire: «Attendez les gars, moi je veux continuer à me développer mais pour ça j'ai besoin de remettre de la simplicité dans mon business et dans ma vie personnelle et dans mon organisation pro, perso, et cetera. Et donc, m'est venue l'idée de ce podcast, de vous faire un petit peu on n'est pas au milieu de l'année parce que à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode de podcast, on est en avril 2025. L'année a commencé depuis 4 mois. Mais l'idée, c'est de vous dire, OK, voilà tout ce que j'ai stoppé dans mon business depuis le début de l'année 2025. Pourquoi est-ce que j'ai pris ces décisions-là et pourquoi est-ce que je pense que c'était les bonnes décisions. Donc c'est parti pour les 10 choses que j'ai arrêtées en 2025 et j'en ai même une bonus à la fin qui est une plus mindset mais qui m'a un petit peu changé la vie depuis. La première chose que j'ai arrêtée, c'est de vouloir chercher à tout prix l'esthétique parfaite sur mon feed Instagram et de manière générale l'esthétique parfaite dans mes contenus, mes workbooks, sur YouTube, sur le podcast. Enfin voilà, essayer d'avoir un truc qui soit lisse, qui soit parfait, qui soit beau. Parce que le beau, c'est saut 2021, saut 2022, mais aujourd'hui ça ne fonctionne plus du tout comme ça. On voit bien aujourd'hui, moi-même j'analyse beaucoup tous les créateurs que j'adore, qui sont en train d'exploser, ou les gens qui fonctionnent très bien. En fait, plus personne n'a de feed parfait. Au contraire, les gens ne soignent plus vraiment l'apparence de leur contenu et soignent plutôt, ben, c'est quoi le contenu, à quelle fréquence est-ce que je publie, qu'est-ce que je transmets à l'intérieur, comment est-ce que je vends, comment est-ce que je convertis. Et en fait, il y a une telle montée de l'authenticité, du fait de poster un petit peu du tac au tac, de se laisser porter par les envies du moment, etc., qu'en fait, limite l'esthétique du fil d'actualité. Je cite Instagram parce que c'est mon réseau de cœur et mon réseau chouchou, mais c'est valable absolument sur tous les réseaux sociaux. En fait, l'esthétique est vraiment reléguée, on va dire, au troisième, voire même au dernier plan facilement. Et en vrai de vrai, le fait de m'enlever cette pression, alors en toute honnêteté, je l'ai pas énormément eu, cette pression du feed Instagram ultra esthétique et tout, mais un petit peu quand même. Et en fait, de carrément me l'enlever tout court de ma tête, littéralement, bah, ça m'a permis d'être plus libre sur ce que j'avais envie de poster au moment auquel j'avais envie de poster. Bah non, c'est pas tous les samedis on poste tel truc comme ça fait joli sur la grille. En fait non, j'ai envie de poster, je poste, j'ai envie de faire tel type de contenu, je le fais. J'ai pas les couleurs sous la main pour faire ma story, c'est pas grave, je la fais quand même. C'est pas exactement la même typo que d'habitude, on s'en fiche et en fait de juste y aller comme ça a été très libérateur et ça m'a aussi vraiment permis de me reconnecter à ce que j'avais envie de poster, moi,
sans me soucier de est-ce que ça rendait bien sur le fil d'actualité. Et c'est un petit peu ce mantra que je vous répète depuis 6 ans bientôt maintenant, du mieux vaut fait que parfait, qui est un mantra auquel je reviens en fait régulièrement. Et ce que j'adore dans le mieux vaut fait que parfait, l'idée de se dire bah je le fais même si c'est pas top, même si c'est pas parfait, c'est que bah, au final on se permet de faire beaucoup plus de choses. On se laisse le temps aussi d'expérimenter plus de choses parce que faire quelque chose de parfait, ça nous prendra peut-être 3 jours, alors que si on s'autorisait à poster ce contenu, à sortir cette offre, à démarcher cette personne, à préparer cette réunion, même de manière imparfaite, bah, en fait, on se libère énormément de temps pour faire autre chose. Donc, première chose que j'ai arrêtée, la pression de me dire les choses doivent être parfaites, esthétiques. Aujourd'hui, il y a plein de coquilles qui se baladent dans mes posts Instagram, dans mes workbooks, il y a des choses qui sont pas alignées, et cetera. Des fois, je le vois, ça me fait grincer des dents. Moi, ancienne graphiste, retoucheuse photo, qui était habituée à voir des choses au millimètre près, mais au final, en fait, on s'en fiche. La deuxième chose que j'ai arrêté définitivement, et c'était un contrat avec moi-même, c'est de chercher les hacks, les astuces, les outils, les techniques pour aller plus vite et en fait les raccourcis, tout simplement. Que ce soit les hacks Instagram, si je dois reparler des réseaux sociaux, les astuces pour faire un meilleur lancement de formation en ligne, que ce soit les nouvelles techniques de vente, etc. En fait, si je dois être totalement honnête avec vous, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris ces dernières années, c'est que les hacks, les astuces, ça n'existe pas. Ou alors quand ça existe, c'est valable peut-être pendant quelques semaines, quelques mois, mais soit après les algorithmes changent, soit tout le monde commence à utiliser la même astuce et du coup elle devient beaucoup moins efficace. Et au final, on retombe sans cesse, de manière très régulière, dans une chasse à quelle va être la prochaine astuce. Et en fait, c'est épuisant. Et à chaque fois que je me sens tomber dans ce trou de lapin de devoir chercher les astuces, comme si en fait j'avais besoin de ça pour justifier ma réussite, pour me dire que j'allais réussir, à chaque fois, en fait, je reviens aux bases parce qu'en fait, on revient toujours à ça, la qualité du contenu, le fait de faire du bon travail, l'amour du travail bien fait, l'amour de sa clientèle, le fait bah, la force de travail aussi qu'on met dans son business. En fait, il y a que ça qui marche au final. Et je sais que, lorsque j'ai lancé ma chaîne YouTube, enfin relancé la chaîne YouTube avec ses podcasts en vidéo, il y a maintenant 4, 5 mois de ça, je suis partie à la recherche des meilleurs outils sur YouTube pour le référencement, le SEO, les mots-clés, savoir étudier quels étaient les titres de vidéos qui allaient le mieux marcher, etc. Et ça m'a amusé, ça m'a amusé. Mais en fait, je vois bien aujourd'hui, de toutes mes vidéos, j'en ai une qui a dépassé les 100 000 vues. Et cette vidéo n'était absolument pas optimisée en aucun sens. C'est juste que en fait, je suis tombée au bon moment, sur la bonne tendance, avec la bonne recherche, sur une niche où il y avait peu de vidéos qui parlaient de ça. C'est un tutoriel sur ChatGPT, donc pas grand-chose à voir avec le cœur de ce que je propose. Mais cette vidéo, elle a fait plus de 100 000 vues en une semaine, tout simplement parce que la qualité du contenu était là et que surtout, ça correspondait à ce que les gens cherchaient à cet instant T et je m'étais pas du tout embêtée avec les mots-clés ou autres. Donc, qualité du contenu, amour du travail bien fait, amour de votre clientèle et force de travail que vous allez mettre dans votre business, ce sont vraiment les clés qui vont faire que ça fonctionne plutôt que d'aller sans cesse courir après les hacks, les astuces, les bons outils, etc. C'est une perte de temps. C'est une perte d'énergie. Il y en a des millions. Et si à un moment votre route croise une astuce qui fonctionne bien, bah allez-y, exploitez-la, poncez-la, allez-y à fond. Mais n'allez pas à la chasse à ça, parce que c'est extrêmement énergivore, chronophage et tout ce que vous voulez. Troisième chose que j'ai arrêté en 2025, j'ai arrêté de vouloir recruter un prestataire pour chaque mission. J'ai été biberonnée quand j'ai monté mon entreprise au fait de dire: «Ah bah, si tu veux écrire des articles de blog, il faut une rédactrice web. Si tu veux faire du montage vidéo, il te faut un monteur vidéo. Si tu veux, quelqu'un au service client, il te faut une customer care manager. Si tu veux quelqu'un pour l'opérationnel, il te faut une assistante virtuelle». Et j'étais la spécialiste entre 2023 et 2024 de monter une grosse équipe, enfin grosse équipe, tout est relatif bien évidemment, mais une équipe de 6 personnes dont 2 salariés à temps plein, où chacune avait sa petite mission bien cadrée, et cetera. Le problème avec ça, il a été double. Le premier problème, c'est que moi je me suis retrouvée à être manager de 6 personnes, parce que 6 personnes, il faut les gérer au quotidien. Et même si c'est des personnes extraordinaires qui s'auto-géraient très bien, qui étaient extrêmement autonomes, bah en fait, 6 personnes, ça fait quand même de la masse humaine à gérer. Et le deuxième problème, c'est que ça coûte cher. Ça coûte littéralement cher. Et quand on est dans une période où, comme je vous le disais, il y a une espèce de contraction du marché, on sent que c'est un peu plus compliqué quand même, qu'il faut sortir les rames et se mettre en mode pirate, en fait, d'avoir beaucoup de personnes à gérer, donc la communication aussi, entre ces 6 personnes à gérer, plus le fait de devoir les payer, eh ben, j'ai eu l'impression que c'était une équipe qui était beaucoup moins réactive, beaucoup moins adaptable au pivot du marché que j'avais besoin de faire. Et du coup, 2025, c'est aussi un moment où je retravaille beaucoup l'équipe The Bee Boost pour m'entourer de personnes qui sont, alors moi la définition
et le surnom que je leur donne, c'est des pirates, c'est-à-dire des personnes qui sont très douées dans un domaine, mais qui peuvent intervenir aussi à 360° dans plein d'autres domaines et des personnes qui pourraient presque être interchangeables, même si évidemment chacune a sa spécialité. Et d'avoir une équipe plus petite, mais de personnes qui déjà, sont là pour, bouffer le monde avec moi et donc ça, c'est trop cool, mais surtout qui sont autonomes, qui communiquent bien entre elles, qui sont hyper réactives et qui peuvent faire plein de choses différentes. Ce qui nous permet d'être très adaptables et de pouvoir aussi, réagir très vite, soit aux opportunités, soit aux problèmes/challenge. Alors évidemment, c'est pas aussi simple que ça de trouver ce genre de profil parce que l'avantage de ce genre de profil, c'est plus d'agilité dans l'équipe, moins de coûts et pour moi aussi, personnellement aussi, beaucoup de kiff au quotidien puisque j'ai moins de temps de management, plus de temps d'être dans la création de contenu, dans la création de nouvelles offres, dans l'accompagnement de mes clients et cetera. Par contre, c'est des profils qui sont pas faciles à recruter, VS des profils qui sont très techniques, très experts dans un seul domaine et cetera. Donc ça demande plus de temps et plus d'erreurs aussi peut-être de constituer une équipe avec ces personnes-là, avec ces profils-là. Mais au final, je pense que c'est ce dont The Bee Boost et le business et moi-même avons besoin pour cette année 2025 et je suis heureuse qu'on soit en train de prendre cette direction-là. Quatrième chose que j'ai arrêtée en 2025, c'est que j'ai arrêté de payer un mastermind. Alors, un mastermind, c'est quoi? Parce que je sais que vous êtes beaucoup à me poser la question dès que je faisais des stories en me disant ah bah je suis en mastermind, je suis avec un tel, une telle, etc. Les masterminds, ce sont des regroupements d'entrepreneurs. Donc généralement, c'est une entreprise ou un entrepreneur qui organise ça. Ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être du présentiel, ça peut être du distanciel, ça peut être un format hybride. Mais l'idée, c'est de se dire, on se regroupe entre entrepreneurs du même niveau et on échange entre nous sur bah, qu'est-ce qui fonctionne pour nous, nos stratégies, nos challenges du moment, comment est-ce qu'on peut s'aider, réseauter, s'apporter des compétences complémentaires, faire des opérations de visibilité entre nous, etc. Donc c'est plutôt un regroupement entre pairs pour progresser ensemble, plus qu'une formation en ligne où on apprend de quelqu'un. Dans les masterminds, on n'apprend pas énormément de contenu, de plans d'action ou autre, juste on se nourrit des expériences les uns des autres. Moi, je faisais partie du mastermind qui s'appelle le 78, donc 7-8, qui a été fondé par la société Squared. Ce mastermind, je l'ai adoré. C'est un mastermind, comme son nom l'indique, même si c'est un petit peu caché, pour les entreprises qui font 7 chiffres et qui souhaitent passer à 8 chiffres. Et donc, j'ai adoré pendant 2 ans être entourée d'entrepreneurs qui faisaient leur million de chiffre d'affaires annuel, voire même beaucoup plus pour certains, et de pouvoir échanger avec ces personnes-là, networker, nous challenger sur nos problématiques, parler de ce qu'on rencontrait en ce moment dans nos business, etc. Et j'ai fait ça pendant 2 ans et j'ai décidé d'arrêter en 2025. J'ai adoré cette expérience, mais je me suis rendu compte que d'avoir toujours beaucoup d'informations, de se nourrir des stratégies des autres, des retours des autres, en fait, j'avais fait une espèce déjà de boulimie d'informations où j'engrangeais plus d'informations que je ne pouvais vraiment en restituer à l'intérieur de mon business. Et surtout aussi que ça avait fait taire ma petite voix intérieure, mon intuition de, ben, je me fiais plus, beaucoup plus même à ce qui se faisait dans mon industrie que ce que j'avais moi envie de faire ou ce que mon intuition me disait de faire. C'est-à-dire que j'étais complètement influencée par les il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, c'est dans tel ordre, il faut recruter tel type de prestataire, il faut monter ton équipe de telle manière, il faudrait avoir tel type d'offre, ou alors non, ne fais pas trop d'offres, oui, fais une seule offre, ou alors non, ne fais pas qu'une seule offre. Enfin, bref, un petit peu tout et son contraire. Et du coup, en fait, je m'étais complètement déconnectée de ce dont moi j'avais envie slash besoin. Et donc, non seulement c'est des choses, des abonnements qui sont très chers, les masterminds, ça peut se compter en plusieurs milliers, voire même plusieurs dizaines de milliers d'euros annuels, par exemple. Mais en plus de ça, ça prend aussi du temps, les rencontres en présentiel, même si c'est génial. Donc je me suis dit, bon, Aline, tu as suffisamment engrangé d'informations ces 2 dernières années. Cut le prix du mastermind, cut aussi le brouhaha et cette fameuse boulimie d'informations. Tu as suffisamment de réponses, tu as suffisamment de connaissances pour avancer. Prends un an, implémente, fais tes tests, fais tes erreurs, vois ce qui fonctionne pour toi. Et puis si tu en ressens le besoin l'année prochaine ou la suivante, tu retourneras en mastermind, que ce soit celui-ci ou un autre. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien de me couper un petit peu. Et puis je ne l'ai pas fait que avec le mastermind. En fait, je réfléchis en même temps que je vous parle. Je me rends compte que je me suis aussi beaucoup cuté des personnes qui pouvaient m'inspirer et autres pour plus repartir dans ma bulle, dans mon tunnel à moi et me reconnecter à moi, ce qui me faisait plaisir, ce qui me faisait kiffer, mais aussi au retour de mon audience, sans avoir tout le brouhaha de ce que mon industrie faisait en même temps que moi. Et ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a vraiment permis de me reconnecter à ce qui me faisait plaisir, à ce dont j'avais envie pour la suite, sans me sentir quelque part influencée parce que les autres pouvaient dire, faire, conseiller, même si évidemment c'était toujours fait avec beaucoup de bienveillance, avec l'envie de m'aider. Mais parfois, je sais pas si vous êtes comme moi,
mais on a juste envie de, suivre notre petit bonhomme de chemin, de trouver notre propre voie, notre propre manière de faire les choses et je pense que c'était ce dont j'avais besoin cette année 2025. On arrive à la cinquième chose que j'ai arrêté de faire, c'est de prendre des calls pour tout et n'importe quoi. Il fut un temps quand mon business commençait à grossir, donc là je parle plutôt 2022-2023, où je me suis retrouvée très occupée avec beaucoup de sollicitations, beaucoup de calls pour résoudre des problèmes, pour répondre à quelqu'un, pour, connecter, pour networker et cetera et à ce moment-là, j'ai presque honte de l'avouer, mais il faut dire ce qui est quand même, j'avais presque un sentiment de j'étais importante parce que mon agenda était rempli, parce que j'avais plein de calls avec plein de monde et qu'il y avait plein de problèmes à résoudre et tout. Je me positionnais un petit peu comme, la solutionneuse de problèmes et en fait, parce que mon agenda était rempli, je dirais une certaine satisfaction et fierté de ça. Aujourd'hui, dès que je vois plus d'un ou 2 calls par jour dans mon agenda, le je ça me hérisse le poil, je suis déjà fatiguée d'avance et je bénis les jours où il y a zéro call. Alors ça reste quand même assez rare. Quand on gère 2 entreprises de cette ampleur-là, ça reste assez rare. Mais quand j'ai des journées où j'ai zéro call, zéro visio, rien du tout, franchement, je bénis ces journées-là et je me régale d'avance quand je les vois arriver sur, mon agenda, mon calendrier. Mais du coup, ce que j'ai commencé à faire, c'est à être comme un dragon avec mon emploi du temps. C'est-à-dire que, de base, je ne fais pas de call. De base, tout peut être résolu par un Loom, un email, un WhatsApp, un vocal, de manière asynchrone, voire même par la personne elle-même sans que j'ai besoin d'intervenir. Et que si je fais un call, c'est qu'il y a vraiment nécessité. Et en plus, maintenant, la petite astuce que je me suis découverte, c'est que par défaut, mes calls avant, je calais 1 heure. Sauf que j'ai vite réalisé que dès qu'on mettait 1 heure dans un call, le call prenait 1 heure. Donc maintenant, de base, quand on me demande un call, je dis OK et je mets 20 à 30 minutes, pas plus. Et généralement, ça tient dans les 20 à 30 minutes et moi, ça me fait gagner beaucoup de temps au quotidien. Donc, je défends mon agenda comme s'il s'agissait de mon bien le plus précieux et quelque part le temps est la denrée la plus précieuse, donc ça fait sens. Et par défaut, les calls avec moi, c'est 20 à 30 minutes, pas plus, voire même dès que j'arrive à réduire à 15, je le fais. Sixième chose que j'ai arrêtée en 2025, celle-là, peut-être que vous allez me détester pour ça ou pas, mais voilà, au moins ça me permet aussi de me justifier, en tout cas de vous expliquer. J'ai arrêté de répondre à tous mes messages, que ce soit mes emails, mes messages LinkedIn, mes messages WhatsApp et mes messages Instagram. D'ailleurs, ce dernier, les messages Instagram, je pense que c'est ce qui a été le plus difficile et compliqué pour moi, parce que pendant très longtemps, j'avais cette fierté d'être celle qui, même si elle était à plus de 70 000 abonnés sur son compte Instagram à l'époque, eh ben, elle répondait à chacun de ses messages. Le problème, messieurs, dames, c'est que quand on fonctionne comme ça et quand on ne veut pas aller se coucher tant qu'on n'a pas répondu à tous ces messages et qu'on a quand même des journées très, très remplies, eh ben, c'est qu'en fait, on termine à 23h30 de répondre à ces messages et qu'on n'a pas eu un seul instant pour soi. Et donc, en fait, ça m'a pris 2 ans d'avoir ce shift de mindset. Donc j'ai pas de prise de conscience ou de phrase choc à vous partager qui vous permettrait aussi de faire ce gap si vous vous reconnaissez dans mon profil. Mais au bout de 2 ans, j'ai accepté en fait de lâcher prise et de me dire: «Eh ben, en fait, il y a plein de gens qui n'auront pas de réponse de ma part, jamais et c'est OK. Ça va les vexer, peut-être qu'ils vont mal le prendre, mais en fait, je ne peux plus» et je choisis de me prioriser moi, de prioriser aussi ma vie de couple, ma vie personnelle, mon bien-être et mes clients aussi, parce que mes clients ont besoin de moi en forme. Ils n'ont pas besoin d'une Aline qui déconnecte tous les soirs à minuit parce qu'elle était occupée à répondre à tous ces messages Instagram. Et voilà. Et puis s'il y a des gens qui le prennent mal, bah tant pis. Et si je loupe des opportunités, des informations importantes, bah c'est la vie, c'est comme ça aussi. Mais mon bien-être est beaucoup plus important que le fait de vouloir plaire à tout le monde ou répondre à tout le monde. Donc il y a toujours une partie de moi et je le sens même quand je vous en parle, qui culpabilise un petit peu de se dire: «Ah ouais, mais il y a tant de personnes qui me contactent, qui auraient besoin d'aide» ou alors peut-être que je pourrais vraiment les aider dans leur business en leur accordant 1 minute de mon temps. Sauf que quand on reçoit 500 messages par jour, 500 messages fois 1 minute, ça fait quoi? Ça fait presque 7 heures de travail. Vous imaginez si on devait passer chacun 7 heures à répondre à tous les messages, mails et tout qu'on reçoit? Voilà, donc je suis devenue très mauvaise maintenant à répondre à tout le monde. Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui m'ont un jour envoyé un mail, un message LinkedIn, Instagram, voire même un WhatsApp et vous avez jamais eu de réponse de ma part. Je m'excuse pour ça sincèrement. J'espère que vous comprendrez, cette notion de priorisation et en vrai de vrai, ça fait quand même beaucoup de bien depuis que je me suis lâché la grappe et que je me suis moins mis la pression par rapport à tout ça. On arrive à la septième chose que j'ai arrêté de faire en 2025, c'est que j'ai arrêté de dire oui à toutes les opportunités slash collaborations. Alors, pour être très honnête avec vous, au début de The Bee Boost 2021-2022, je disais oui à tout et j'ai bien fait de le faire. J'ai eu raison de le faire parce que ça m'a débloqué énormément d'opportunités. Ça m'a aidé à networker et à avoir beaucoup de contacts assez rapidement. Puis chaque opportunité en débloquait une autre. Donc, au début, j'ai dit oui à tout.
et je ne le regrette pas et voire même je le conseillerais à un entrepreneur qui se lance ou qui dans ses premières années d'activité, dites oui à tout. C'est pas grave si parfois, bah, vous n'avez pas en face le retour en termes de visibilité ou de vente ou de, que sais-je. C'est pas grave, au moins vous faites la main, vous vous entraînez, vous networkez, vous rencontrez de nouvelles personnes, vous, avez une expérience, quelque chose de plus à raconter, c'est important. En 2024, j'ai commencé à sentir que ça me pesait, que je me sentais obligée de dire oui parce que j'avais dit oui à tant de choses auparavant et j'ai eu un petit déclic qui s'est fait et en fait, aujourd'hui, en 2025, je dis non à pas presque tout, parce que je dis quand même oui à pas mal de choses, mais en fait, je suis beaucoup plus sélective dans ce que j'accepte. Et pour ça, en fait, à chaque fois qu'on me propose une opportunité, donc ça peut être une conférence, une intervention, une chose à mettre en avant dans ma liste email, une collaboration avec un nouvel outil, le filtre à travers lequel je fais passer la décision avant de la prendre, c'est valeur, visibilité et plaisir. Est-ce que c'est un échange, une opportunité, une collaboration qui a de la valeur pour The Bee Boost ou qui va créer de la valeur? Ça peut être de la valeur monétaire, ça peut être de la valeur en termes de contact, ça peut être plein de choses. Est-ce que c'est quelque chose qui va m'apporter de la visibilité? C'est important aussi, on est en business, on n'est pas là que pour être gentil avec les autres. C'est aussi normal de se dire, bah, qu'est-ce que moi j'en retire, hein? Parce que je sais que je fais bénéficier, par exemple, de ma liste email, de mon audience, etc., à une tierce personne, mais du coup, qu'est-ce que moi j'ai en retour? Et est-ce qu'il y a un facteur plaisir? Est-ce que ça me fait kiffer? Et en fait, s'il y a pas oui à au moins 2 de ces facteurs, pas les 3, mais au moins 2 de ces facteurs, je ne le fais pas. Et pour illustrer ça avec un exemple très précis, pas plus tard qu'hier, j'ai un outil qui m'a contacté, qui est une plateforme de, formation en ligne, enfin pour héberger ces formations en ligne, qui m'a contacté et qui m'a proposé un super partenariat pour parler de leur solution. Le problème, c'est que moi, c'est un outil que je connais de nom, je sais que c'est un bon outil, mais moi, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, est-ce que ça a de la valeur pour moi? Est-ce que ça a de la visibilité? Oui. Est-ce que c'est du plaisir? Non. La valeur non plus. Et en plus de ça, d'un point de vue éthique, moi, généralement, je parle pas, je ne recommande pas des outils que je n'utilise pas moi-même. Il m'est arrivé de, par exemple, intervenir dans des sommets en ligne ou pour des conférences pour des outils dont je ne suis pas forcément cliente, et ça, c'est OK, parce qu'ils faisaient appel à mon expertise, mais de les mettre en avant, ces outils, auprès de ma communauté, quand moi-même je ne suis pas utilisatrice, je me reconnaissais pas forcément là-dedans. Zéro jugement pour ceux qui le font, hein. Je veux dire, c'est totalement OK et ça, c'est juste moi avec moi-même. Je pourrais comprendre les personnes qui le feraient en réalité, mais c'est juste moi, je me reconnais pas là-dedans et du coup, en fait, j'ai dit non. Et donc ce filtre de, valeur, visibilité et plaisir, est-ce que je réponds oui à au moins l'un de ces 2 critères? M'aide beaucoup et fait aussi en sorte que je dis non à beaucoup, beaucoup de choses. Au début, je me sentais coupable, comme si un petit peu j'avais l'impression de cracher dans la soupe, de me dire, on me propose des super opportunités, mais qui suis-je pour dire non? Puis au final, franchement, je m'en porte tellement mieux dans le sens où ça me fait du temps en plus pour moi, pour mes clients, pour ma création de contenu, pour mon kiff personnel que je me dis: «OK, en fait, il y a pas de débat, let's go, on continue comme ça». J'arrive à la huitième, ah oui, on est déjà à la huitième chose que j'ai arrêté de faire en 2025. Celle-ci, c'est un changement un petit peu complet dans ma perspective du business, c'est que j'ai arrêté de faire des lancements à grande échelle. Il faut savoir que de 2020 à 2024, 80 de mon chiffre d'affaires, ouais, c'est ça, 80 de mon chiffre d'affaires venait d'un gros lancement annuel de mon programme de formation, mon programme signature qui s'appelle la BSB Academy. Donc je faisais tout mon chiffre d'affaires, je faisais des énormes promos de 500-400 entrepreneurs à chaque fois, c'était génial. J'adorais l'effervescence du lancement, d'avoir un bon boost de visibilité sur le marché à un moment donné, d'avoir une cohorte à accompagner, et cetera. Et en fait, je me suis de moins en moins reconnue dans ce modèle. Il faut savoir qu'en 2024, déjà, je sentais que c'était un petit peu la fin pour moi. Et en plus de ça, sur le marché, j'observe aussi un pivot qui est assez subtil, mais que je vois, que je sens et que j'entends auprès de mon audience de, bah, en fait, on n'a plus envie d'avoir des grosses cohortes où on est 500 dedans, où on est un petit peu noyé. Alors oui, il y a beaucoup d'opportunités de networking, de réseautage, mais on cherche quelque chose d'un petit peu plus intime. Et donc, en fait, j'ai décidé, et ça s'est déjà ressenti avec le lancement de la BSB qu'on a fait au printemps 2025, j'ai décidé de faire des lancements à échelle beaucoup plus humaine. Alors, humaine à l'échelle de The Bee Boost et de mes habitudes, c'est-à-dire que là, la cohorte du printemps 2025, on avait ouvert 200 places, donc ça reste quand même une grosse cohorte, mais pour moi qui avais l'habitude de faire 500, 600 personnes, bah, en fait, c'est le tiers du nombre d'entrepreneurs que je suis habituée à accompagner avec ma team. Mes coachs aussi sont habitués à accompagner. Donc, pour nous, c'était un lancement à échelle beaucoup plus humaine. En fait, j'ai vraiment apprécié parce que j'ai pu prendre le temps de choisir les profils que j'avais à l'intérieur de la formation, de beaucoup plus connecter avec eux, d'arriver assez vite à repérer qui est qui en termes de prénom, de business, d'assurer donc un meilleur suivi. Enfin, il y a eu plein de choses qui se sont débloquées où j'ai trouvé ça assez chouette. Et moi-même,
C'est un lancement qu'on a su organiser dans l'équipe en 5 semaines au lieu de 12 à 15 précédemment et en fait qui s'est très bien déroulé où même si évidemment comme tout lancement, je me suis sentie stressée, il y a eu des imprévus, c'était le rush, il y a certaines nuits où j'ai fait des nuits blanches, bah, au final ça m'a coûté beaucoup moins d'énergie que les lancements des années précédentes et je pense que je vais continuer encore à affiner mon business model par rapport à ces lancements pour pas en faire de moins en moins, mais trouver quelque chose qui me convient mieux, qui est plus écologique pour moi et surtout qui est beaucoup plus écologique aussi pour le marché et la demande actuelle. J'en arrive à la neuvième chose que j'ai arrêtée en 2025. Alors celle-ci, je plaide coupable, elle va certainement vous faire rire, mais j'ai arrêté de m'occuper moi-même de ma compta et de mon administratif. Il faut savoir que même quand j'avais 3 entreprises, c'est-à-dire ma holding, Postadem et The Bee Boost, il y a beaucoup de points administratifs que je traitais encore avec la banque, avec l'URSSAF, avec les impôts, avec, le cabinet comptable, l'après-compta à faire tous les mois et cetera. Même si j'avais commencé à déléguer certaines parties, le gros du truc, c'était quand même moi et en fait, j'ai mis mais je sais pas pourquoi, avec le recul, je me trouve complètement débile de ne pas avoir franchi ce pas aussi vite. C'est que je ça fait 2 ans que je sais qu'il faut que je délègue cette partie-là, mais je n'y suis pas arrivée avant l'été 2024, voire même l'automne 2024, donc là, ça fait moins d'un an. Mais en fait, actuellement, dans l'entreprise, j'ai recruté en prestataire de service une RAF, donc une responsable administratif et financier, qui gère tout ça pour moi, qui gère les finances, qui gère les relations avec le cabinet comptable, avec la banque, avec l'URSSAF, avec les impôts, avec la médiation de la consommation, avec la mutuelle, enfin, avec toute la masse salariale aussi. Enfin, bref, elle gère tout ça pour moi et en vrai, c'est trop bien. Et aujourd'hui, quand je me retourne et que je prends du recul et je me dis, ben, pourquoi tu l'as pas fait avant? Oui, j'ai aucune excuse, j'aurais dû le faire avant, c'est trop bien. Cœur sur elle si elle écoute ce podcast. Franchement, Alexandra, tu me sauves la vie. Donc voilà ce que j'ai arrêté de faire en 2025. Appeler l'URSSAF, appeler les impôts parce que j'en pouvais plus. Et c'est très bien d'avoir quelqu'un qui gère la TVA et tous les soucis qui en découlent quand on a des entreprises. Si vous savez, vous savez, à ma place. J'en arrive donc à la 10e et dernière chose, même si j'en ai une bonus pour vous après, que j'ai arrêté de faire en 2025. Et celle-ci, elle m'a fait lutter avec ma culpabilité pendant un certain moment. Parce qu'en 2025, j'ai arrêté de repartir à zéro à chaque fois que je crée un nouveau contenu, que ce soit une newsletter, un post Instagram, une page de vente sur mon site. Et ben en fait, maintenant, je duplique des choses qui étaient déjà existantes et je les peaufine et je les adapte et je les optimise et je les modifie pour correspondre à mon envie. Et avant, j'avais une espèce de fierté à repartir de zéro à chaque fois et aussi je luttais avec un sentiment de culpabilité où je me disais: «Si je ne repars pas de zéro, alors ça veut dire que j'arnaque les gens quelque part parce que c'est trop facile». L'exemple typique que j'avais en tête, c'est que si je ne recrée pas chaque page de vente de zéro pour chacun de mes programmes et que je me contente de dupliquer la page d'un autre programme et de la peaufiner pour, ce nouveau programme que je viens de créer ou cette nouvelle offre que je suis en train de sortir, c'est comme si j'arnaquais mon audience parce que j'avais cette sensation que les gens allaient se dire: «Oh bah, dis donc, elle se fait pas chier, la The Bee Boost, elle a juste dupliqué et modifié son template et cetera» et en fait, après réflexion, je me dis: «Bah, les templates sont là pour ça. Évidemment qu'il faut fonctionner comme ça. C'est bête de ne pas fonctionner comme ça». Bah oui, bah, en fait, il a fallu du temps que ça fasse, sa petite, on va dire, sa petite progression dans ma tête et un autre exemple aussi très, très parlant que j'ai, c'est que pendant très longtemps, ma newsletter du lundi, donc pour ceux qui le savent, tous les lundis, j'envoie un email avec de la valeur ajoutée en termes de business, de conseils et cetera. Des choses que généralement je ne dévoile pas sur Instagram, sur le podcast, donc que vous soyez sur YouTube ou en format audio sur une plateforme d'écoute et autres et en fait, maintenant, j'ai shifté vers un modèle un petit peu différent où le mail du lundi, on va dire que 2 fois sur 3, c'est pour promouvoir cet épisode de podcast et faire un récap en rapportant de la valeur ajoutée avec bah, quels sont les éléments à retenir, les ressources à télécharger, je les remets dans l'email, je mets aussi des petites citations inspirantes, des plans d'action, etc. Donc il y a cette valeur ajoutée supplémentaire, mais c'est aussi une forme de à la fois recyclage de mon épisode de podcast et en même temps de promotion de mon épisode de podcast. Et pendant très longtemps, je m'étais refusée à faire ça parce que j'avais l'impression de prendre les gens pour des jambons, entre gros guillemets, en radotant slash recyclant mon contenu. Et en fait, je me dis, mais non, Aline, c'est le but de ta newsletter que de faire la promotion de ton épisode de podcast. Les gens seront contents, en plus ils auront leur petit résumé s'ils n'ont pas le temps d'écouter l'épisode. Bref, tout ça pour vous dire, j'avais cette sensation de devoir tout reprendre à zéro, de proposer du contenu inédit à chaque fois, sur chaque plateforme. Ça m'épuisait. Souvent, je me trouvais sans idée de contenu aussi, c'était compliqué ou alors j'avais l'impression que mes idées n'étaient pas assez bonnes et en fait, je me rends compte que encore une fois, je me noyais dans un verre d'eau et je me créais littéralement des complications là où il y en avait pas.
Donc voilà pour les 10 choses que j'ai arrêté de faire en 2025. J'espère qu'il y en aura quelques-unes d'entre elles qui vous plairont et dans lesquelles vous allez pouvoir piocher d'ailleurs aussi. Et j'avais envie de vous en partager une 11e qui est un petit peu plus mindset, celle-ci. En fait, en 2025, j'ai arrêté de dire OK quand les choses n'étaient pas OK. Il faut savoir que depuis le début de l'année, j'ai entamé un process de coaching. Donc, j'ai pris une coach en leadership. On bosse ensemble tous les 15 jours à peu près. On a une séance. Et l'objectif pour moi, c'était de renforcer ma posture de leadership auprès de mon audience, auprès de mes équipes, de manière générale dans ma vie. Et pour qui a déjà bossé sur son leadership, en fait, on bosse sur soi à travers le filtre de l'assertivité, de la prise de décision, de la communication, de la prise de parole. Mais en fait, on bosse sur soi. Ça reste quand même du coaching de soi. Et en fait, l'effet immédiat de ce coaching qui en a découlé au bout de quelques séances a été cette capacité à dire non, à dire stop ou à mettre des barrières et à exprimer mes limites. Là où moi, il faut savoir que je suis une ancienne people pleaser en rémission et que dire non, fixer mes barrières, mes limites ou alors me prioriser vs quelqu'un d'autre, c'était toujours très, très, très compliqué. Donc je reviens de très loin par rapport à ça. Et donc, depuis le début de l'année 2025, j'ai arrêté de dire OK quand les choses n'étaient pas OK pour moi, que ce soit d'un point de vue logistique, émotionnel, mental, physiologique, tout domaine confondu. Et il faut savoir que ça a été intéressant d'observer ce qui s'est passé parce que dans ce processus, j'ai perdu des opportunités, j'ai perdu des amis, j'ai des portes qui se sont fermées, j'ai des gens qui l'ont mal pris, mal vécu et en même temps, je me suis jamais sentie aussi fière de moi et aussi à l'aise, aussi ancrée, aussi intègre avec moi-même que depuis qu'en fait, je dis en fait: «Non, ce qui est en train de se passer, c'est pas OK pour moi et je ne laisserai pas les choses, se faire comme ça». Ça a été une espèce de prise de pouvoir sur ma vie et une transformation comme j'en ai rarement vécu, donc je suis très, très heureuse de ça. Ça demande d'être bien dans ses baskets. Ça m'a demandé aussi d'avoir le cœur bien accroché à certains moments, mais j'ai arrêté de dire OK quand les choses n'étaient pas OK. Et franchement, si je peux, avec ce message, semer des petites graines dans ceux qui ont besoin de l'entendre et de se dire, mais en fait, on n'est pas obligé de dire que c'est OK. Quand les choses ne sont pas OK pour nous, même sans avoir besoin de nous justifier, si on sent que c'est pas OK, c'est que c'est pas OK. Bah, des fois, juste d'arriver à prendre cette parole, à l'exprimer encore plus en business où on a parfois l'impression qu'on doit s'écraser devant nos clients, devant un commentaire négatif sur les plateformes, devant une demande ou autre, bah, d'apprendre à se reprioriser par rapport à tout ça. À la fois, je suis fière de moi de pouvoir vous le dire, à la fois, je me trouve un peu bête parce que j'ai l'impression, aujourd'hui, avec le recul que j'ai, que ça paraît évident, mais c'est une belle transformation à vivre et c'est une belle manière de reprendre le pouvoir aussi sur sa vie, sur son business, sur son quotidien et du coup de simplifier aussi son existence. Voilà les amis sur les 10 plus une bonus, chose que j'ai complètement arrêté de faire en 2025, le pourquoi, le comment. Jusqu'ici, toutes, sans exception, j'en suis très contente. Elles ont fourni des résultats. Je me trouve beaucoup plus sereine au quotidien. Et si je devais quantifier les résultats que ça m'a aidé à obtenir, autant en 2022-2023, je bossais 70 heures par semaine. En 2024, je bossais 40 heures par semaine. En 2025, je bosse en moyenne, hors lancement, 30 heures par semaine, avec encore une fois 2 entreprises qui tournent et une équipe qui m'aide à gérer tout ça. Donc la simplicité, ce n'est pas non plus que dans la tête, c'est aussi dans la sérénité du quotidien, dans le nombre d'heures de travail qu'on fait et dans l'alignement aussi qu'on peut ressentir avec notre business, avec la vie qu'on mène. J'espère que ça vous parlera. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!